Nous sommes dimanche 28 septembre. Merci d'être au rendez-vous du journal dont en voici les titres. Deuxième édition de la journée mondiale de lutte contre la traite des personnes au Niger en ce 28 septembre et sur fond d'une conférence débat public. L'agence nigérienne de lutte contre la traite des personnes entend ainsi mettre sur pied des pistes de réflexion pour combattre le fléau. L'hommage à Hervé Gourdel, l'otage français décapité mercredi dernier, est mondial et ramène au devant de la scène le récurrent problème de la sécurité au Sahel. Décryptage et analyse dans ce journal. Après le sommaire, les détails. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Une conférence débat public, dis-je, en cette deuxième édition de la journée de mobilisation contre la traite des personnes au Niger. Un phénomène grave et odieux que l'agence nigérienne de lutte contre la traite des personnes, l'agence nigérienne de lutte contre la traite des personnes multiplie les initiatives pour lui opposer une lutte, un combat sans merci. Assoumana China et Aboubakar Souley rapportent. La problématique de l'exode des femmes, du travail forcé, impact sur l'éducation et la scolarité des enfants, c'est le thème de cette conférence débat public, une des activités marquant la deuxième édition de la journée de mobilisation contre la traite des personnes au Niger. Et avec les événements qui se sont déroulés à Kanché, lorsque nous nous sommes déplacés, l'agence est allée à l'intérieur du pays, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur 92 morts dans le désert, on a répertorié 52 enfants. Ce qui reflète le nombre d'enfants qui accompagnent les adultes dans la mobilité. Maintenant, la question que nous devrons nous poser, tous ces enfants qui accompagnent des adultes pour aller à l'étranger ou à l'intérieur des grandes villes, est-ce que les femmes ont le réflexe de les inscrire à l'école ? Nous avons commandé une étude pour voir sur le nombre de femmes qui se déplacent, combien arrivent véritablement à inscrire les enfants à l'école. Quel est l'avenir et le sort des enfants qui accompagnent les femmes exodantes ? En réalité, ces enfants constituent une main-d'œuvre pour ces femmes. Nous avons vu dans l'agence, en rencontrant les partenaires, que dans certaines régions du Niger, des femmes louent des enfants à 5 000 francs le mois. Elles vont en Algérie, elles mettent ces enfants dans la rue pour mendier, certaines dans la prostitution et d'autres dans les travaux domestiques. Et par mois, elles envoient au village pour les parents de ces enfants 5 000 ou 10 000. Et c'est pour ça que nous nous attaquons à la problématique. Parce que les enfants sont en train de devenir une main-d'œuvre pour leurs parents. Il était revenu au coordonnateur de l'EPAD Niger, l'un des conférenciers, de développer le thème problématique de la mobilité et son impact sur l'éducation. La mobilité existe depuis la nuit des temps, tout comme l'exode d'ailleurs. Et quand on regarde un peu autour de nous, des pays par exemple comme la Côte d'Ivoire, des pays comme le Ghana, qui fut appelé Gold Coast, il y a eu beaucoup de Nigériens qui ont fait en tout cas fortune là-bas, juste pour montrer un peu qu'à travers cette forme de mobilité, il y a également des opportunités de pouvoir s'instruire, de pouvoir en tout cas changer son vécu. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est beaucoup plus cette problématique qui met en cause une nouvelle forme en tout cas d'individus qui sont les femmes et les enfants. Le drame que nous avons d'octobre 2013 concernant donc les 92 personnes de Kanché, dont 52 enfants et 33 femmes, cela montre quand même que quelque part dans notre société, il y a des bouleversements. C'est les hommes qui vont à la recherche, en tout cas, de mieux-être pour soutenir la famille. Aujourd'hui, on a, en tout cas, un renversement, ou du moins, en tout cas, un renversement de situation qui doit quand même nous interpeller. Nous interpeller, en tout cas, à différents niveaux. Acteurs de la société civile, acteurs étatiques, leaders religieux, leaders communautaires, etc., etc., que cela soit du point de vue interne ou du point de vue transnational. À lançant cette conférence de débat public, le ministre de l'Emploi et du Travail a souligné quelques conséquences de la traite des personnes considérées comme un crime organisé. Ces crimes dépouillent ces victimes de leurs droits les plus élémentaires, en l'occurrence la liberté et l'égalité, droits pourtant consacrés par notre loi fondamentale.
Les victimes de ces pratiques, généralement des femmes et des enfants, sont privées de leur vie normale et sont forcées de fournir travail et services sexuels à travers une grande variété de pratiques coercitives, et c'est pour le bénéfice direct de ceux qui profitent d'elles. L'exploitation est souvent le fruit de l'intimidation, de l'usage de la force, de l'agression sexuelle, de la vipérie et de la menace à l'endroit des victimes et de leurs familles. Aussi, il faut admettre que les familles des enfants de par le monde, mais aussi et malheureusement au Niger, sont soumis à des travaux forcés sur les sites d'exploitation d'or, dans les champs d'oignons, dans le cadre de la mendicité ou des travaux domestiques. Il est attendu à l'issue de cette rencontre des pistes de réflexion permettant de lutter efficacement contre la traite des personnes de notre pays, une pratique qui touche la dignité humaine. L'horrible décapitation de l'otage français Hervé Gourdel mercredi dernier en Algérie continue de susciter l'émoi. L'hommage est mondial et l'indignation totale. Au Niger, cette recrudescence de la violence pose l'épineuse question de la sécurité au Sahel. C'est ce que nous a confié le diplomate Issoufou Bachar dans une interview dont en voici un extrait. Par rapport à l'assassinat d'Hervé, moi je me pose la question. C'est parce que c'est un Français qui a été tué, ou c'est parce que c'est une personne comme ça qui a été tuée, ou c'est la manière de tuer qui a choqué. Parce que au moment où Hervé a été tué, nous avons appris aussi qu'il y a la tête d'un Touareg ou d'un Arabe qu'on a découvert au Mali, soit disant qu'il était un éducateur de français. Moi, je me pose la question, donc vraiment, pourquoi tout ce bruit? Ce qui se passe, moi, j'ai dit, la population mondiale a réagi, surtout occidentale a réagi. Est-ce que c'est pas ça qui était visé? Il fallait choquer les Occidentaux, ils ont été choqués, donc les islamistes ont gagné. C'était ça, il fallait choquer. Comme maintenant les musulmans sont choqués avec le bombardement que subissent les musulmans en Irak, en Syrie, un peu partout dans le monde. Donc, choc égale choc. Moi, je pense que toute mort égale à une mort. Il n'y a pas de mort plus importante qu'une autre. Et alors, on peut se poser la question, pourquoi cela? Parce que ça fait quand même quelques 10-15 ans que les musulmans sont attaqués de tous les côtés. Donc, on va de réplique en réplique. Les islamistes sont attaqués, ils sont bombardés, ils réagissent. Ceux qui ont suivi cette élection dynamique encore réagissent. Alors, est-ce que ça va s'arrêter? Alors, nous continuer dans ce sens. On doit vraiment avoir la tête froide et se poser la question, qui a commencé le premier et comment arrêter cet enchaînement de violence? Issoufou Bachar, que nous retrouverons en partie magazine de ce journal. Journée de fête hier après-midi au Grand Hôtel de Niamey pour 27 récipiendaires de l'école de formation professionnelle et privée au métier de la sécurité. Une journée du samedi 27 septembre grandiose et qui porte un symbole. En effet, l'établissement a été créé le 27 septembre 2012. Memouna Daouda et Halidou Gourema. Cette cérémonie marque la remise de diplôme aux étudiants de la première promotion, nommée promotion Issoufou Mahamadou de l'école de formation professionnelle et privée au métier de la sécurité EFOPRIMES. Les récipiendaires au nombre de 27 ont reçu 2 ans de formation dans cette école de référence qu'est l'EFOPRIMES. Pour le fondateur de cette école, plusieurs raisons justifient la création de l'EFOPRIMES. Il y a donc près de 10 ans, je m'étais rendu compte de ce que la quiétude et la protection des populations en général et des autres du Niger étaient pratiquement du seul ressort des forces constituées, c'est-à-dire celles formées et entretenues par l'État. Or, la sécurité, avec la diversité de ses aspects, est une affaire de tous. D'où la nécessité de relayer la force publique par des initiatives privées organisées. Des promoteurs privés se sont donc investis dans ce secteur avec tous les risques financiers et la lourde responsabilité induite par la délicatesse de la question.
Malheureusement, et malgré leur bonne volonté, ces pionniers ne trouvaient sur le marché de l'emploi, en dehors de quelques retraités de l'État, qu'un personnel n'ayant reçu la moindre formation en la matière. Certaines d'ailleurs n'ont jamais fréquenté les bancs de l'école. Monsieur le ministre des Enseignements professionnels et techniques, permettez-moi à ce niveau de vous soumettre quelques doléances dont la satisfaction pourrait considérablement soulager les FOPRIMES et les établissements privés de formation professionnelle en général. Il s'agit pour l'État d'examiner la possibilité de renforcer son assistance au profit de ces établissements à travers une subvention conséquente, eu égard au caractère hautement social de leurs activités. La prise en charge de la formation d'une partie des élèves à travers des bourses d'études, l'accélération des procédures d'attribution de terrain afin de leur épargner de louer des bâtiments à des coûts souvent excessifs, des exonérations fiscales sur les investissements en bâtiments et équipements. Pour ma part, je reconnais une fois de plus toute la sollicitude dont j'ai déjà bénéficié de la part des hautes autorités de mon pays. Dans son allocution, le ministre de la Formation professionnelle et de l'Emploi a fortement salué et encouragé la création de cette école. Les questions de sécurité méritent aujourd'hui, plus qu'avant, une attention toute particulière, nécessitant diverses stratégies afin de mieux cerner leurs enjeux, de les aborder et de savoir agir en adéquation avec la situation. C'est pourquoi je salue la création de cette école. Je le répète, la première du genre au Niger et en Afrique de l'Ouest. Monsieur le fondateur, j'ai pris acte de vos préoccupations et de vos suggestions. Elles seront examinées et transmises à qui de droit et nous ferons tout pour qu'elles soient satisfaites. Sécurité incendie, sécurité protocole, sécurité télé et vidéosurveillance, sécurité prévention, sécurité administration, telles sont les 5 filières enseignées à l'EFOPRIMES, une école qui a pour mission de former les jeunes filles et garçons pour les mettre sur le marché de l'emploi, une façon de lutter contre le chômage des jeunes. Volet reportage, et ça n'arrive pas souvent. Nous vous proposons ce soir une escapade dans les montagnes de l'Aïr, dans le nord-est nigérien. Une chaîne montagneuse à la vue panoramique avec le mont Bagazan qui culmine à 2022 mètres. Les monts Tamgak et Tezerzert. Tezerzert, cette zone, souvenez-vous, de sinistre mémoire où l'armée nigérienne a été attaquée, on s'en souvient, en 2008. L'armée nigérienne qui a réussi à triompher des forces du mal et aujourd'hui c'est le calme absolu. Hassan Saleh Mustafa nous y amène. Cette succession des montagnes où le massif montagneux se situe dans le nord-est du Niger. Ces montagnes rocheuses s'étendent sur une distance de 300 km du nord au sud et 200 d'est en ouest. Ils présentent un ensemble de hauts massifs cristallins et volcaniques émergeant d'un socle ancien. Leurs altitudes dépassent parfois 1000 mètres. Le point culminant de l'Aïr, c'est sans nul doute le mont Bagazam avec ses 2022 mètres de haut. On peut citer également le mont Tamgak. Juste derrière ce mont se trouve Tezerzet où plusieurs éléments de forces armées nigériennes étaient pris en otage en 2008 par les rebelles du MNJ. Les voies d'accès dans cette partie du pays sont complexes. À plusieurs endroits, les pistes sont des passages obligés. Pour aller d'un point A à un point B, il faut être endurant car c'est un véritable parcours de combattants. Cette zone était le fief des mouvements rebelles dans le passé. C'est également le théâtre d'opérations militaires qui ont permis à l'armée nigérienne de défendre vaillamment l'intégrité du pays malgré la complexité de la région. En témoignent les carcasses des véhicules de l'armée encore visibles dans la zone. La zone d'Agadez, c'est la région d'Agadez. Pratiquement cette zone vers Ifirwan est une zone qui a été dans le passé vraiment dépourvu de ses habitants. Les habitants ont fui la région à cause de l'insécurité. Mais maintenant, Dieu merci, avec l'effort de tout un chacun, avec l'effort du gouvernement, avec l'effort des anciens combattants, les efforts des pays amis, la paix est retrouvée. Donc mes sentiments ne peuvent être que des sentiments de joie, de fierté, vraiment par rapport au retour de cette paix. Et nous
sommes obligés de la consolider, c'est-à-dire sensibiliser notre jeunesse vraiment pour conserver cette paix, pour que le Niger et en particulier la région d'Agadez vraiment reste une zone de quiétude et de paix. Les actions que nous sommes en train de faire vraiment, c'est de sillonner toutes nos communes. Après les communes, les villages par village. Et chaque mois, nous entreprenons vraiment des visites dans ces communes-là pour sensibiliser la jeunesse, sensibiliser les leaders d'opinion de ces villages par rapport à la culture, de la paix. Malgré le retour de la paix dans cette région, les forces de défense et de sécurité continuent à assurer la sécurité dans cette partie du Niger. Des éléments de force de défense et de sécurité bien aguerris et toujours prêts à réagir s'il s'agit de défendre le Niger et son peuple. Ces hommes entrés restent sur leur garde à tout lieu et à tout moment. L'Aïr, restons-y pour une promenade dans la vieille ville d'Agadez, construite en banco et qui est un joyau, un bijou d'architecture. Si vous y allez, ne touchez à rien. Les vieux plutôt du quartier n'aiment pas et y tiennent mordicus. Youssouf Omar pour nous servir de guide dans les dédales justement de la vieille ville d'Agadez. Suivons-le. Agadez, la vieille ville, classée patrimoine mondial par l'UNESCO. Ici, toutes les constructions sont en banco. Mosquées, églises ou encore hôtels, bars, la seule matière utilisée pour avoir ces 4 murs sur pied, c'est le banco. Mais pourquoi ce gain d'intérêt pour cette matière à Agadez? Parce que Agadez déjà, la plupart des maisons sont construites en banco. On a maximum de 100 mm d'eau par an. Donc, pour le banco, c'est pas trop gênant. Ensuite, ça s'intègre donc dans la ville où les gens font en banco parce que c'est économiquement pas très cher. Esthétiquement, c'est beau. En tout cas, moi, ça me plaît. La construction en banco est moins chère. C'est la raison première pour laquelle la vieille ville est construite en banco. Ici, on nous a empêchés, bien que propriétaires, de changer la nature de la ville. Mais quand même, on est fatigué à chaque fois de reprendre notre maison. Si les profanes du banco ou la vieille génération veulent conserver la tradition, quelques jeunes, eux, préfèrent suivre le rythme de la modernisation. Construction en matériaux définitifs. Dès lors, un conflit de génération et où entre modernisme et traditionnalisme s'installe. Ce chef boucher, gardien de cet abattoir traditionnel aux arrêts, ne comprend plus cet état de fait. L'abattoir que vous voyez a plus de 100 ans de vie. Les cornes qui sont visibles au-dessus signifient la viande. Elle a cessé de fonctionner récemment depuis qu'un nouvel abattoir construit en ciment dur a vu le jour. Et tout ça, c'est l'idée des jeunes bouchers. Il m'étonne vraiment. Cet ancien abattoir, c'est le seul endroit où ils peuvent faire un bon marché. Pour les fanatiques de la terre, il suffit juste de révolutionner la construction en banco afin qu'elle batte le record de durée de vie. Par exemple, si l'on nous dit oui, mais dans les régions où il pleut plus, qu'est-ce que vous pourriez proposer? Parce que c'est vrai que, par exemple, au sud du Niger, ça peut être problématique. Aujourd'hui, on a ces briques de banco ou de latérite stabilisée où on introduit un peu de ciment. Ça peut être une solution, notamment pour faire le soubassement, pour faire le premier étage. Enfin, je pense que c'est à la portée de la population et c'est le patrimoine. Si on se met tous à faire du ciment comme n'importe où au monde, on n'aura plus, les gens ici n'ont plus leur identité de patrimoine en tout cas, et c'est important. Les maisons ici, elles ont quel âge? Elles ont 100 ans,
150 ans, un peu plus. Fierté nationale, plus encore, fierté mondiale, la vieille ville d'Agadez avec ses maçons aguerris dans le domaine de la construction en banco tient toujours à sa tradition. Mais la génération actuelle opte pour la modernisation. Si le mode vestimentaire et de transport des habitants de l'Aïr sont attirants, leur type d'habitat leur sont aussi. Ça donne envie de s'y rendre, Youssouf Omar. Le vol des engins à deux roues à Niamey est monnaie courante. Je ne vous apprends rien. Les propriétaires de ces engins n'en finissent pas de se plaindre. Comment protéger leurs biens? La solution courageuse est venue de jeunes qui en ont fait leur métier, mais non sans risque, nous rapporte également Youssouf Omar, qui est allé à leur rencontre. Les engins à deux roues, c'est-à-dire les motos et vélos, font l'objet de beaucoup de vols. C'est conscient de cet état de fait que les jeunes visent ou ciblent des endroits les plus fréquentés par les populations de Niamey pour en faire un parking payant dans le but d'assurer la sécurité des engins pendant un moment. On est bien satisfait ici. Du moment où nos motos sont sécurisées, on ne craint rien. À l'intérieur, on peut faire tout ce qu'on veut, on prend tout notre temps, quoi. Sans nous déranger. Je suis très satisfait parce qu'en rentrant, je sais que j'ai laissé mon argent en sécurité. Et je sais que j'ai contribué à la création d'emplois aussi. Parce que j'ai trouvé deux jeunes ici qui sont ici. Ça veut dire que c'est des jeunes qui ont trouvé de l'emploi. Et c'est ma satisfaction comme ça. 50, 100, 200 francs CFA, les prix de la surveillance varient d'un parking à un autre. Les propriétaires de motos sont confiants. Ils disent être tranquilles quand ils confient leur moto aux vigiles. On lutte contre la loisiveté à notre façon. Nous sommes des gardiens de moto, c'est une activité à plusieurs risques car on se brûle les jambes deux fois quand l'échappement de l'engin est chaud, bien entendu en voulant bien ajuster la moto. Cette place nous est réservée à 20 000 francs CFA par mois. Nous sommes environ 4 jeunes à travailler ici. Activité à multiples risques, la sécurisation des motos peut prendre de mauvaises tournures parfois pour les gardiens des engins qui, malgré leur vigilance à accrocher des numéros et à livrer des reçus aux propriétaires des motos, pourraient être victimes de vols. Tout compte fait, c'est une activité génératrice de revenus pour ces jeunes. L'hommage à Hervé Gourdel, le randonneur français, est affreusement décapité en Algérie, souvenez-vous, mercredi dernier. Les hommages se multiplient à travers le monde et ce matin, un millier de personnes de toutes confessions religieuses lui ont rendu hommage à Paris en scandant leur opposition et leur haine contre cette violence inouïe et injustifiée. Chrétiens, musulmans, juifs ou athées, ils s'étaient rassemblés pour scander leur indignation après l'assassinat en Algérie du Français par le groupe État islamique. Manifestation républicaine à l'appel d'associations musulmanes, de chrétiens d'Orient et d'organisations antiracistes. Nous allons avoir une pensée pour notre compatriote, mais nous allons avoir aussi une pensée pour tous ceux qui sont massacrés quotidiennement par des mouvements islamistes qui ne respectent rien, qui se revendiquent d'une religion dont ils ne connaissent rien. L'association a d'ores et déjà porté plainte devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. On est tous concernés. N'importe lequel d'entre nous peut être victime du terrorisme un jour. Non, on n'accepte pas cette violence, on n'accepte pas qu'au nom d'une cause, on massacre, on égorge d'autres citoyens. Beaucoup de personnalités publiques, d'associations, de partis politiques, de syndicats, mais relativement peu de particuliers. Et toujours le même discours. Il n'y a pas d'islamistes, ça n'existe pas d'islamistes. C'est des barbares, des criminels, stop, point barre. On est venu ici pour dire à ces assassins de ne pas parler en notre
notre nom, c'est marqué dans toutes les langues. Et je peux me permettre de le dire en égyptien aussi, Laïssa Besmi. Quant aux Français d'origine algérienne, ils craignent surtout le retour du terrorisme. Ben c'est ce qu'on a dit quand il a commencé le terrorisme en Algérie. On a dit mais non, c'est rien, c'est des règlements de compte. Et du coup, il y a eu 10 ans de guerre civile. Moi, j'ai peur. Jamais peur des terroristes parce que c'est des assassins, c'est des chiens. On va continuer à se battre contre eux. Chrétien Dorian est responsable de la mosquée de Paris, travaille déjà à la suite, une grande conférence internationale pour condamner le terrorisme, prévue début décembre à l'UNESCO. À Hong Kong, plus d'une semaine déjà que la démocratie se défend bec et ongle dans la rue. Ce matin même, la police a dû faire usage du gaz lacrymogène contre les étudiants qui veulent du maintien d'un véritable suffrage universel à Hong Kong. Voyons cela. Sur le front de la contestation, la violence monte d'un cran. Pour la première fois, la police tire des salves de gaz lacrymogène face à des dizaines de milliers de manifestants venus défendre la démocratie. Ils tentent de paralyser le quartier des affaires de Hong Kong, mais doivent refluer. Depuis une semaine, autour du siège du gouvernement, à la suite des incursions d'étudiants et lycéens, le camp pro-démocratie mobilise chaque jour plus largement. Le mouvement de désobéissance civile Occupy Central rejoint la mobilisation. Dès ce dimanche, il compte occuper une partie du centre-ville. Lutter est la seule solution. Nous n'avons pas de pouvoir. Nous devons choisir entre être lâches ou être des citoyens d'une société libre. Avec leur équipement de fortune, les manifestants tentent de forcer le cordon de police. Pourtant, des dissensions apparaissent. Le mouvement ne fait pas l'unanimité. Des étudiants et lycéens crient à la récupération. D'autres manifestants mettent en doute la tactique. Je suis un peu déçu par Occupy Central parce qu'il n'y a pas d'autre plan d'action. Ceux qui ont lancé le mouvement ne proposent que ça. Maintenant que cela a commencé, que faisons-nous ici? Ce n'est pas le centre économique de Hong Kong. Enjeu de la bataille, le maintien de l'élection de 2017 au suffrage universel à Hong Kong, que Pékin veut limiter à 2 ou 3 candidats présélectionnés. Un bras de fer appelé à durer. Non loin de là, après 34 ans de sommeil, le volcan du mont Ontake au Japon s'est réveillé et a surpris mortellement 31 randonneurs, tous morts apparemment d'étouffement. Une belle randonnée qui a viré au cauchemar. Le récit. Instant de panique pour ces randonneurs sur le mont Ontake. Ces images amateurs tournées par l'un d'eux montrent leur fuite. Derrière eux, une masse de cendres menace de les recouvrir. Des roches volcaniques tombaient comme des grêlons. Nous ne pouvions plus respirer. Nous avons couvert nos bouches de serviettes. Nous ne pouvons plus ouvrir les yeux non plus. Hier, 300 randonneurs ont été surpris par le réveil du volcan après 34 ans de sommeil, comme ici, dans ce refuge. Selon les autorités, 30 randonneurs auraient succombé d'étouffement. Ils auraient été retrouvés à proximité du sommet. Quelques personnes s'affolaient parce que nous étions près du sommet. Et je suis soulagé d'être revenu vivant. L'agence météorologique japonaise a classé l'éruption au niveau 3 sur une échelle de 5. Des cendres qui pourraient retomber sur une dizaine de kilomètres autour du volcan, voire plus loin en raison d'une tempête tropicale dans le secteur. Pour le Premier ministre japonais, pas question de prendre plus de risques. Nous essayons toujours de comprendre les détails de cette éruption. J'ai donné l'ordre de sécuriser les habitants aux alentours et de sauver les randonneurs. Mesures de précaution, des restrictions de circulation ont été imposées aux villages les plus proches de la montagne. Une chose est sûre, ces randonneurs regarderont désormais d'un autre œil ces images lunaires de volcans, en se disant peut-être, j'y étais, et par chance, j'en suis sorti vivant. La partie magazine de ce journal est consacrée à l'analyse faite par l'ancien diplomate Issifou Bachar sur l'assassinat du Français Hervé Gourdel et la question de sécurité dans le Sahel. Il est au micro de Ibrahim Tikiré et de Sadou Doumi. Bonne réception et excellente suite de programme à notre compagnie. Au revoir. Par rapport à l'assassinat d'Hervé, moi je me pose la question. C'est parce que c'est un Français qui a été tué, ou c'est parce que tout simplement c'est une personne comme ça qui a été tuée, ou c'est la manière de tuer qui a choqué. Parce que au moment où Hervé a été tué, nous avons appris aussi qu'il y a la tête d'un Touareg ou d'un Arabe qu'on a découvert au Mali, soit disant qu'il était un indicateur des Français.
Moi, je me pose la question, donc vraiment, pourquoi tout ce bruit? Ce qui se passe, moi, je dis, la population mondiale a réagi, surtout occidentale a réagi. Est-ce que c'est pas ça qui était visé? Il fallait choquer les Occidentaux, ils ont été choqués, donc les islamistes ont gagné. C'était ça, il fallait choquer. Comme maintenant les musulmans sont choqués avec le bombardement que subissent les musulmans en Irak, en Syrie, un peu partout dans le monde. Donc, choc égale choc. Moi, je pense que toute mort égale à une mort. Il n'y a pas de mort plus importante qu'une autre. Et alors, on peut se poser la question, pourquoi cela? Parce que ça fait quand même quelques 10-15 ans que les musulmans sont attaqués de tous les côtés. Donc, on va de réplique en réplique. Les islamistes sont attaqués, ils sont bombardés, ils réagissent. Ceux qui ont subi cette réaction des islamistes encore réagissent. Alors, est-ce que ça va s'arrêter? Allons-nous continuer dans ce sens? On doit vraiment avoir la tête froide et se poser la question, qui a commencé le premier et comment arrêter cet enchaînement de violence? Pour arrêter, moi je suis une guerre d'idéologie. Depuis plusieurs années, depuis plusieurs dizaines d'années, l'Afrique, en tout cas dans les pays sous-développés, sont mis dans un désordre, dans un trou social pour faire apparaître la démocratie à l'occidental. Et depuis une vingtaine d'années, les musulmans agissent également, ces musulmans agissent pour développer, ou pour faire apparaître, ou pour faire triompher la démocratie islamique. Parce qu'il y a la démocratie islamique, il y a la démocratie occidentale. Et si on doit comparer les deux, moi je suis musulman, en comparant les deux, je constate que la démocratie islamique est beaucoup plus juste, beaucoup plus correcte que la démocratie occidentale, qui n'a pas une seule forme. La démocratie française est différente de celle des Anglais, celle des Anglais est différente de celle des Américains, celle des Américains est différente de celle des Japonais. Il y en a plusieurs. Mais au niveau de l'islam, c'est une seule démocratie et qui donne beaucoup plus de liberté à la femme, à l'enfant et à l'expression. Contrairement à la démocratie occidentale, où il faut d'abord avoir un capital, il faut avoir un fonds, il faut avoir beaucoup d'argent pour s'imprégner là-dedans. Aucun citoyen normal ne peut s'imprégner, ne peut participer au développement de la démocratie dans les pays, de la démocratie au niveau de la démocratie occidentale. Donc je dis, c'est une guerre d'idéologie et elle ne s'arrêtera jamais. Elle ne s'arrêtera jamais. Les Occidentaux ne vont pas cesser d'imposer leur démocratie. Les islamistes sont éveillés aujourd'hui avec l'internet, ils sont cultivés, ils ont le même niveau intellectuel que les occidentaux. Alors ils ne vont pas aussi cesser de chercher à faire triompher la démocratie islamique. Donc c'est une guerre sans fin. Chaque pays doit pouvoir se situer, faire son choix et adopter une certaine sagesse par rapport à son choix. Je pense qu'on peut la sécuriser, mais pas à travers les armes. C'est à travers le dialogue, c'est à travers vraiment des missions d'information. C'est la seule voie. Je prends le cas de ce qui vient de se passer au Niger. Donc les Français qui sont au Niger ont tué certains islamistes et ils ont pris en otage, je peux dire, d'autres qui disent avoir amené à Niamey. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui sont avec ces messieurs-là ne vont pas rester les bras croisés. Ils vont chercher à se venger contre la France et contre le Niger. Vous voyez? Donc c'est un nouveau foyer. Il y a eu le cas du Mali. Maintenant, au niveau du Niger, on a une grosse somme d'argent qui va dans cette guerre-là, parce que notre avion qui a été acheté, c'était au nom de l'armée. On veut encore acheter d'autres avions, des avions de reconnaissance. C'est une sortie d'argent. J'ai écouté le président de la République du Niger, aux Nations Unies, qui dit qu'il va organiser une réunion à Niamey pour trouver une solution pour attaquer Boko Haram. Alors c'est un autre foyer qui va s'ouvrir et c'est encore une source de dépenses qui va encore apparaître. Et demain, on va dire encore qu'il faut acheter telle chose, tel matériel pour faire face à Boko Haram. Alors donc on crée des foyers. Donc c'est vraiment par la sagesse, c'est par le dialogue. Quand on échange, on se comprend. Le bloc socialiste était totalement opposé au bloc communiste pendant une 50aine d'années. Ils s'affrontaient. Mais avec le dialogue, ils se sont entendus. Aujourd'hui, ils constituent un seul bloc. Même si l'affaire d'Ukraine me met en cause cette affaire. Donc, c'est pas à travers les armes qu'on peut trouver la solution. C'est en échangeant. Au niveau du Niger, nous sommes musulmans. Donc, nous, c'est la démocratie islamique qui est adaptée à notre culture.
Mais ceux qui nous gouvernent, ceux qui dirigent le monde dans lequel nous nous trouvons, eux, ils sont pour nous la démocratie occidentale et refusent catégoriquement la démocratie islamique. Donc c'est à eux de nous comprendre, de nous laisser vivre comme nous l'entendons, mais que nous coopérons pleinement sur tous les plans techniques, sur le plan des ressources matérielles, sur tout ce qu'ils veulent, mais culturellement que nous soyons indépendants. On ne doit pas raisonner comme des Français ou comme des Américains ou comme des Suisses. Que nous devons se raisonner comme des Nigériens, comme des Maliens, comme des Sénégalais. C'est notre culture. Nous les remercions pour ce qu'ils ont fait pour notre développement. Ils ont contribué. Mais que nous, culturellement, vraiment avoir un système qui nous convient. Tant qu'ils vont insister à nous imposer leur système, alors il n'y aura pas de paix. Il n'y aura pas de tranquillité. Il n'y aura pas de sécurité.